Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole au Coach. La Parole au Coach, c'est un podcast qui parle de coach, de parcours, de philosophie et d'ambition. Et évidemment tout ce qui entoure, on va dire, le coach en lui-même. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un que j'ai presque envie de surnommer le caméléon parce que tellement il a changé, il a fait beaucoup de choses dans sa vie et tout ça, et qu'il arrive à exceller dans tout ce qui touche. Manu Gay, bienvenue. Salut, bienvenue, merci. Merci. Ici, la question c'est comment tu es rentré dans le basket dans un premier temps, ensuite comment tu es rentré dans le coaching. Présente, je suis Manu Gay, originaire du 94, plus précisément Val-de-Marne, Orly et banlieue sud. Je suis rentré dans le basket tout naturellement à l'âge de 17 ans parce qu'il y avait un gymnase qui était proche de chez moi. Je l'ai vu grandir ce gymnase et je suis passé par hasard. Là, dans les années 89-90, où le basket n'existait pas encore en France, où n'était pas bien développé. Donc moi j'ai découvert ce basket. À l'époque, les filles d'Orly jouaient à haut niveau et c'est là que j'ai découvert ce sport spectaculaire. Donc mes potes qui étaient à l'école à l'époque jouaient déjà pour ce club et eux ils m'ont dit de venir essayer. Et puis c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai essayé, j'ai kiffé, puis je suis rentré dans l'équipe au fur et à mesure, à l'époque cadet. Après j'ai fait toutes les équipes nationaux. Et puis voilà, j'ai intégré l'équipe senior d'Orly à l'époque où il y avait tous les anciens. Nous, on a fait cette petite transition et puis voilà, je suis resté en tant que joueur en 18 à 20, une vingtaine d'années. Okay. Et la transition s'est faite à l'âge de 36 ans où le club me demande de reprendre cette équipe Fagnon qui venait d'exploser. Et puis on voulait une nouvelle ère. Et puis voilà, je décide de reconstruire le groupe. On part du plus bas. Et puis petit à petit, j'ai été pris par passion. Et c'est comme ça est venu le coaching tout naturellement et par hasard, quoi. Sur ton parcours de coach, l'expérience la plus marquante qui t'a vraiment, on va dire, mis les pieds sur les trilles, entre guillemets. D'accord. Tu es vraiment rentré dans ce dire, tu t'es dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Moi, j'ai commencé à passer mes diplômes vers les années 2007. Okay. Les premiers diplômes à l'époque étaient les diplômes départementaux, tout simplement, avec un coach qu'on avait à l'AS Orly qui s'appelle Mario Prata. Et puis au fur et à mesure, ça ne m'intéressait pas trop encore, perdre du temps, aller à gauche, à droite dans les formations. Et puis le déclic se fait dans les années 2010. 2010 où il fallait passer le CQP. Donc la première année, je l'ai pas passé vers 2011 parce que problèmes familiaux, mais j'ai tout de suite rebondi et puis c'est là que je rencontre les amis Julien Zoa, Karim Boubekri qui était déjà un ami d'enfance et lui il était sur les jurys, tout ça. Et c'est là à l'époque c'était l'ER, l'entraîneur région. Oui, c'était l'ER, c'est exactement l'entraîneur région et puis on a tous eu en fait, Karim était jury, Julien Zoa était avec moi dans la même promo et c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié d'ailleurs. Et après on jouait rencontre Brie contre Orly et puis c'est comme ça on s'est liés d'amitié et puis on se dit ouais il faut qu'on continue sur les diplômes et tout et puis nous l'équipe d'Orly a commencé à progresser et puis les dirigeants me disent ouais maintenant il faut continuer sur les diplômes et puis moi je dis ah, pourquoi pas et tout. Et c'est comme ça après que j'ai passé mon CQP, j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt parce que c'était vraiment pointu, il fallait montrer un peu les situations de jeu et tout et c'est comme ça que je me suis intéressé. J'étais vraiment curieux à aller chercher les difficultés des joueurs, où il fallait les réguler, comment il fallait les faire jouer et c'est comme ça que ça m'a vraiment intéressé à partir du moment où je suis rentré dans les formations diplômantes, quoi. Ok, très bien. Donc par le biais des formations et des rencontres du coup, avec Julien, que moi je suis connu à Brie là, effectivement c'est une belle promo pour le coup parce que Julien maintenant il se retrouve… exactement, en évolution. C'est une belle évolution pour vous tous. Et du coup après ça, aujourd'hui, si tu peux nous parler un peu d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans le basket en tant que coach et dans quel club et quelle est la situation, le bilan de la saison un peu, si tu peux nous faire ça. Après, forcément j'ai évolué, je suis passé dans une autre structure. J'ai passé mon DE au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'était en 2019. Et puis après, j'ai intégré la Nationale 1 par le biais d'un ami qui jouait là-bas. Et j'étais à Vanves pendant 2 ans. J'ai découvert la Nationale 1 qui était une division très attractive avec chaque week-end des rebondissements, des nouveaux joueurs, une nouvelle philosophie. Donc ça m'a vraiment intéressé. Donc c'était un apprentissage pour moi parce que je suis rentré très tard dans ce milieu professionnel. Et la deuxième année, j'ai pris une assise vraiment là-dessus. Mais arrivé le Covid, donc on n'a pas eu le temps de finir cette division. Donc j'ai été appelé pour aller à Cergy-Pontoise, qui était un club qui évoluait chaque année, qui faisait les playoffs mais qui ne montait pas. Et là, ils ont eu l'attribution par la wildcard de monter en N1.
Donc, ce qui m'a plu, donc j'ai vu un peu la conception de l'équipe, comment on construisait une équipe. Et ça m'a beaucoup plu parce que moi, j'étais vraiment consacré sur le travail individuel et j'ai dû me développer, aller chercher d'autres outils pour être vraiment dans une structure, être accompagné de plus en plus. On avait une équipe complètement folle. L'équipe, on n'arrivait pas à la situer. On jouait d'une façon où les gens, où les équipes n'arrivaient pas vraiment à nous arrêter, quoi. Des fois on était destructeurs, des fois on jouait super bien, des fois on palliait avec les qualités des joueurs expérimentés dans cette équipe. Tu avais des Antoine Mendy, tu avais des Mokone, tu avais des Mamsi. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont du vécu, quoi. Voilà, qui ont du vécu, qui ont déjà joué à haut niveau. Donc voilà, c'était super intéressant de connaître. Justement, cette année, on connaît les playoffs. L'année dernière, c'était extraordinaire. Je l'avais déjà connu en U20 il y a 4-5 ans, avec des équipes plus jeunes. Mais là, sur la Nationale 1, découvrir les playoffs après le Covid, c'était vraiment un bol d'air. Et puis, c'est une situation où c'est une expérience totalement spectaculaire, quoi. Oui, Voilà. j'imagine. En plus, avec ton parcours, j'imagine qu'arriver dans ce genre de choses, ça doit être… c'est volcanique. Et en plus… le pire, c'est que tu découvres d'un coup des salles pleines, alors qu'il y a 6 mois avant, les salles étaient vides, tu joues à huis clos. Et là, tu découvres des salles pleines avec une ambiance de folie. Et surtout qu'on gagne le premier match chez nous, après on va à Chartres, on perd, et puis après on revient, finalement, on gagne le game 3 là-bas. Donc, t'imagines même pas, on fait déplacer des cars de Cergy, il y avait une centaine de spectateurs avec nous. Voilà, c'était une année confortable, une année pleine de rebondissements, de richesses, d'expérience. Et puis, on a dû renouveler ça l'année d'après, mais tu connais la situation. Quand on fait une belle saison, forcément, nos joueurs sont dépouillés par les écuries qui ont plus d'argent. Donc, on s'est retrouvés pratiquement, il restait 2 ou 3 joueurs. Donc, il a fallu reconstruire. Et au fur et à mesure, on reconstruit, mais on ne reconstruit pas de la même manière parce que forcément, ça va très vite sur le marché de la Nationale 1. Donc, tu es obligé d'aller chercher les joueurs et tout. Mais la politique du club et des dirigeants était de repartir avec une équipe un peu plus rajeunie. Et c'est ce qu'on a fait, mais peut-être que ça a pris du temps à se mettre en place. Donc, on a mis du temps à rentrer dans cette division. Les joueurs ne connaissaient pas forcément la division. Ça a déroulé bien au début, on a battu des grosses écuries et arrivé sur la fin du championnat parce que la Nationale 1 est un championnat très long, il y a 2 matchs par semaine, donc c'est un rebondissement, il faut éviter les blessures, tout ça c'est à prendre en compte. Exactement. Et au fur et à mesure, nous on gagnait des matchs super importants, on gagnait contre des grosses écuries qui avaient un budget 3 fois plus que nous. Et arrivé sur la fin, à 3 journées de la fin, forcément c'était pas évident de continuer, puis on flanche. On flanche tous des coups, peut-être c'est mentalement, tactiquement, spécifiquement. Et puis on flanche et puis on se retrouve dans les playdowns. Donc pour repartir sur un nouveau championnat et pour sauver sa peau, donc il fallait une nouvelle dynamique. Et je pense que c'est pas très, très bien installé. Et puis forcément, on en paye les frais. Et ça arrive dans pas mal de clubs. Ça arrive de temps en temps dans une carrière. Pour un club aussi, c'est très difficile de subir ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retrousser les manches. Exactement, et repartir. Et puis repartir avec une nouvelle dynamique. Je pense qu'il faut tirer des erreurs, tirer les conséquences de tout ça, pointer où ça fait mal et garder les bons enseignements et puis repartir avec ou sans moi, avec les gens qui étaient là ou pas les gens qui étaient là. Mais en tout cas, il faut repartir dans une droiture où on tire des leçons de tout ça, où il ne faut plus recommencer les mêmes erreurs, quoi. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Très bien, je vois. Du coup, avec les expériences que tu as pu avoir, avec les échanges que tu as pu avoir avec différents coachs, moi, j'avais une question à te poser. C'était sur ta philosophie en tant que coach. Aujourd'hui, avec tout le vécu que tu as eu et avec ton parcours très particulier et très enrichissant, aujourd'hui, si tu veux définir ta philosophie en tant que coach, ça serait lequel ? Moi, ma philosophie en tant que coach, je pense qu'il y a un secteur où les gens ne conditionnent pas assez, c'est le manager. Voilà, le managerat, c'est vraiment une… De toute façon, le manager, c'est une science de l'homme. C'est où on va chercher l'être humain, à le mettre dans les meilleures conditions, physiquement, mentalement, par des mots et par des situations. Si on n'a pas ça dans un groupe, si le manager, le coach qui est en question attribué sur cette catégorie, n'importe quelle catégorie, fille, garçon, je pense que c'est une force capitale. Après, dans l'analyse du jeu, je pense que moi, je suis, on va dire un peu, là, je peux présenter un peu, hein. Oui, je suis un peu comme
Voilà, ça c'est un peu C'est ton modèle un peu? mon modèle. Même si moi je touche à tous les sports, j'ai été footballeur avant. Pep Guardiola, je suis un peu comme lui. Moi, je suis un destructeur. Je vais sans cesse au ballon, tu vois, sans cesse au ballon. Voilà, je vais chercher l'attaque du ballon. Lui, c'est vraiment son profil, ouais, sa philosophie. C'est il n'y a pas de retrait en arrière. Lui, c'est vraiment un destructeur. Il va chercher le ballon. On attaque, Voilà. on défend en attaquant. On défend et on attaque le ballon. Exactement. Voilà, Pep Guardiola, c'est ça. Et voilà, moi, j'ai conscience que ça met un peu de folie dans le jeu, même si des fois on libère plein d'espace, mais ça contrarie les équipes sans cesse. En fait, c'est un déséquilibre équilibré. Si voilà, déséquilibre équilibré. Par contre, l'objectif, c'est de prendre un maximum de possession. Et c'est ça, la clé du basket, c'est plus tu as la balle en main, et plus tu as les chances de marquer. Voilà, plus tu as, comme on dit, donc contrôle le rebond, on contrôle le match, tu vois. Si l'équipe adverse prend 50% des ballons et toi, tu en prends 35, forcément, c'est l'équipe adverse qui aura plus de possession. Après, ça dépend ce que tu en fais avec la balle. Voilà, il faut prendre du soin du ballon et les jouer proprement. Voilà, moi, philosophie, c'est un peu ça. C'est d'attaquer le ballon, être sans cesse sous pression sur le ballon, quoi. Voilà. Ok, très bien, je vois. Bah, du coup, en parlant de philosophie, c'est sans transition, du coup, ça me fait une belle transition pour le sujet qu'on va évoquer. Justement, je parlais tout à l'heure de ton côté caméléon. Ouais. Et on le retrouve un peu sur ton parcours. Au-delà on va pas revenir sur ta carrière d'un point de vue musique, ton parcours et tout ça. Mais du coup, ce sujet-là, ça parle un peu de ça, c'est que tu as écrit, récemment là, dans ces derniers temps, tu avais sorti un bouquin. Ouais, exactement. Et moi, je voulais savoir, en fait, le bouquin, il s'appelle Les liens sacrés. Exactement. Que j'ai chez moi, j'ai pas encore lu parce que j'ai du mal à lire tout de suite. Comment t'es venu l'idée de te dire, au-delà des interviews et des vidéos que tu as pu faire ou des interventions de documentaires, comment t'es venu à l'idée de te dire, bah, tu sais quoi, je vais pondre mon récit et je vais raconter un peu ma vie, en fait, parce que c'est une sorte d'autobiographie quand même. Exactement. Mais moi, c'est depuis petit, c'est inné. L'écriture a toujours été un impact sur moi, tu vois. L'écriture, la poésie, parler de choses de vie, parler d'amour, parler de choses qui intéressent ou peu, ou des choses qui te mènent à d'autres sujets. Ça a toujours été ça, moi, l'écriture. En fait, le bouquin, c'est arrivé par hasard. C'est lors de mon déménagement en 2015. J'étais un peu isolé, j'habitais à Boissy, j'ai totalement changé de vie. Et je me suis mis à écrire un jour un peu, raconter mon histoire. Et puis, je vois que sur 6-7 feuilles, je vois que forcément, à un moment, je me relis et puis je vois qu'il y a une cohésion dans l'écriture. Je parle de mon enfance, je parle de mon arrivée en France avec mes parents, où j'ai grandi, voilà, qu'est-ce qui m'a fait grandir, mes frangins forcément, mes grands frères. Et je parle de cet impact avec les parents où on a été carrément détruit familialement. Et je parle aussi un peu qu'est-ce qui m'a raccordé, qu'est-ce qui m'a remis un peu dans le droit chemin, non pas l'école, mais la musique. Et à ce moment-là, je dis putain, l'histoire elle est quand même pas mal, quoi. Elle est intéressante, elle est riche. Voilà, elle est riche parce que c'est même pas l'école ou une situation, c'est la musique qui me remet à croire à quelque chose et m'accrocher à quelque chose. Et puis j'appelle un pote qui s'appelle Rossé, qui est un rappeur formidable, et qui me dit ouais, moi je connais quelqu'un dans la littérature, on peut lui en parler. Et puis moi j'ai continué à griffonner, et là je rentre plus dans le sujet, je parle de mes premiers pas dans la musique, je parle de mes rencontres qui ont été fédérateurs, je parle aussi de notre construction en tant que Mafia Cafri. On était des gros modèles pendant une quinzaine d'années dans le vivier de la musique. Je parle comment on a mis le pied à l'étrier à pas mal de monde, pas à pas. Et puis celle qui nous signe dit ouais, c'est une histoire formidable. Il faut que tu continues et il faut que tu développes un peu plus. Il faut que tu racontes un peu comment tu vois les gens qui t'ont entouré. Comment ça j'ai réussi à le faire. C'est pas facile, c'est pas un exercice facile parce que il faut retrouver la mémoire, il faut retrouver les mots. C'est ça, il faut se replonger en fait. Bien sûr, il faut se replonger, il faut être rétroactif et il faut surtout essayer de pas oublier les gens qui t'ont accompagné. Exactement, parce que ça parfois ça peut causer du tort. Ouais, ça peut causer du tort. Et puis voilà, on fait des petits dérapages, mais on se dit si je fais un dérapage, moi ça m'est arrivé avec les meilleurs potes d'avoir des discussions un peu houleuses ou un peu saines et voilà, m'excuser, me dire voilà. C'est pas grave, c'est un dérapage, mais c'est des choses qui viennent du cœur, quoi. Tu vois? Et voilà, le livre, c'est venu comme ça, et jusqu'à maintenant, je continue d'écrire, et puis mon prochain livre sort au mois d'octobre, si Dieu veut, et puis ça parle un peu de tout ce parcours, et aujourd'hui surtout. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait après la musique? La transition,
qu'est-ce que j'ai fait après la musique? Ben, ce parcours de coach, ce parcours de vie, ce parcours d'homme, ce parcours d'être humain, quoi. Voilà. Ok, très bien. Je vois. Bah moi, je trouve ça respectable. Et d'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent ou pour qui ça pourrait intéresser, d'ailleurs, en tout cas, je vous recommande dans tous les cas. C'est toujours disponible sur la Fnac. J'ai vu ça tout à l'heure encore. C'est toujours disponible à la commande ou dans les librairies. Vous pouvez aller chercher. C'est toujours intéressant parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, on va dire, j'en parlais récemment avec un collègue, c'est que il disait un truc très intéressant sur l'aspect du sport et de la culture, l'impact culturel sur la vie de chacun. C'est-à-dire que ça peut servir de tremplin pour se découvrir ou pour trouver sa voie, entre guillemets. Exactement. Et qu'avec ton bouquin, bah, je pense qu'il y a des gens pour qui ça pourra parler, pour qui ça pourra donner l'inspiration pour faire d'autres choses au-delà de la musique, mais en tout cas, voir le parcours et se dire, en fait, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est important, ce genre de récit pour les jeunes, même les moins jeunes, hein. C'est important d'avoir ce genre de rôle modèle, en fait. Exactement. Je vais dire, parce que pour voilà du parcours de vie, pour des gens qui ont le même parcours de vie, c'est important d'avoir des rôle modèles parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Enfin voilà, à la télé, on voit pas tous la même chose. C'est important de mettre en valeur ce genre de choses. Et justement, je sais que tu es passionné de philosophie, de lecture, de poésie et tout ça. Et même dans tes réseaux, on peut le voir sur des quotes, en tout cas des citations que tu peux mettre de temps en temps, qui pour certaines personnes, moi je sais que personnellement je suis très client de ce genre de choses, c'est que dans une journée où ça peut aller mal, si je vois ce genre de choses, je me dis c'est quoi, vas-y, let's go. Du coup, déjà, comment t'en es arrivé à te dire bon, c'est quoi, aujourd'hui je vais envoyer ça, aujourd'hui je vais envoyer ça, je vais envoyer ça. C'est vraiment dans un esprit de partage ou c'est vraiment dans un esprit où tu te dis moi ça m'a impacté, donc tu sais quoi, ça va impacter quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment un esprit de, comment on dit, un état d'esprit en fait. Un état d'esprit, comment je me sens dans la journée. Et au moment où je poste la photo, je me dis, qu'est-ce que ça peut faire sur les autres aussi. Moi, ça me fait du bien de dire ça. En fait, les phrases, je les désigne et je les choisis. Des fois, j'en crée, mais des fois, je me dis, qu'est-ce que ça peut faire sur les autres et selon mon état d'esprit aussi, tu vois. Si un jour je passe une journée super down, je suis dégoûté, tout ça, je vais mettre un peu un truc qui me rebooste un peu. Si un jour je passe une journée un peu hop, là je vais mettre un truc continuer, il faut continuer, tout ça, tu vois. C'est vraiment un état d'esprit, c'est le mindset du moment en fait. Voilà. D'accord, je vois. Ok, très bien. Bah du coup, on va continuer toujours sur la lecture, sur la poésie et tout ça. Est-ce que là aujourd'hui tu nous as ramené, tu nous as montré tout à la Pep Guardiola sur ta philosophie, genre la philosophie du coaching et tout ça. Moi, je sais que personnellement, par exemple, je suis un peu moins dans la lecture parce que je pense que c'est aussi générationnel, c'est on a tout de suite vu les écrans et tout, et je suis plus dans les vidéos, dans les documentaires, des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai regardé des interviews, je regarde beaucoup d'interviews de coach. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que pas des après-matchs, mais des interviews de coach quand ils parlent de basket. Et effectivement, je retrouve ce que tu dis dans le sens où, en fait, en tant qu'être humain, on apprend tout le temps. On apprend de tout le monde. Bien sûr. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as des rôles modèles comme ça, enfin au-delà des gens que tu connais dans la vie de tous les jours, des gens que tu as vus une fois ou tu as entendu une seule fois, comme Pep Guardiola par exemple, que tu as vu, tu t'es dit ce mec-là, je capte ce qu'il veut dire. Moi, je suis de nature curieux, donc je vais un peu filtrer tout ce qui se passe sur les réseaux et remonter sur dans les anciens reportages. Il y a surtout Arsène Wenger. Moi, j'aime bien parce que c'est l'entrepreneuriat, le managerat de l'époque. Il a compris ça bien avant. En avance. Tu vois, c'est quelqu'un qui était à Arsenal, qui a fait venir les Français, les Frenchies en 96. Et je te parle de ça il y a maintenant 30 ans, tu vois. Et les gens, quand il les a ramenés là-bas, tout le monde lui disait, mais qu'est-ce que tu fais avec tes Français, tes petits Français, là? Le mec, il a gagné le championnat avec 48 victoires d'affilée. Il gagne un championnat avec les Thierry Henry, les Emmanuel Petit, tu vois. Pires, c'est lui qui a amené cette génération. Et puis lui, il dit qu'il n'était pas seulement manager. Des fois, il rasait la pelouse. Des fois, il faisait les sales boulots, quoi. Exactement. Avant d'avoir des parts dans ce stade qui a été flamboyant. Après, ils ont changé de stade. Et le stade d'Arsenal, c'est l'un des plus beaux stades du monde, tu vois. Et lui, cette compréhension du managerat, il a compris ça bien avant. Et si vous regardez les reportages d'Arsène Wenger, c'est une leçon de vie, en fait. Il explique la vie d'un homme, il explique comment un joueur doit se comporter sur le terrain, il explique comment on peut gagner un championnat, les risques qu'il y a dans ce métier. Si on perd un championnat, lui, il disait que quand ils ont gagné les 46 matchs,
Après, c'était la peur de gagner. Tout d'un coup, venait. Il savait pas quand il allait perdre. Oui. Donc chaque jour, c'était un réveil un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, voilà, c'est le monde à l'envers, un ouais, peu. voilà, La peur monde de à perdre. l'envers, quoi. Mais lui, il a plus de peur parce que il est passé par des petites étapes. Il était assistant, il a coaché au Japon, il était à Monaco. Donc tout ça, il y a un circuit qui est vraiment, il y a une tracée, quoi. Il est pas arrivé à haut niveau tout de suite. Tu vois, il a vu des petits clubs et tout, et puis moi, je me détermine un peu comme ça. Tu vois, je suis passé par Orly, j'ai su c'est quoi motiver les bénévoles, faire confiance aux dirigeants, passer par des petites étapes, et puis gravir les échelons. Donc on s'est cassé la gueule forcément. Et après, reconnaître la N1, c'est fantastique, tu vois. Et après, tu as un autre visuel sur l'être humain, tu as une autre façon de parler au mec, tu vois. Ton approche est différente. Ouais, en fait. l'approche est différente. Tu veux pas spécialement dire allez, il faut gagner, mais il faut savoir comment gagner, tu vois. On peut pas dire ouais, il faut gagner. Ben, même si tu es à la maison, t'es pas à la maison, il y a une approche, il y a une philosophie pour gagner, tu vois, les matchs. Il faut observer l'équipe adverse pour gagner avant ça. Ben, je pense que Arsène Wenger, Denzel Washington, c'est mon acteur préféré. J'adore tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. American Gangster, c'est mon film culte. Si vous avez pas vu American Gangster, allez le voir. Parce que non seulement il y a la BO du film, qui est produit et réalisé par Jay-Z. Ben, la petite histoire, c'est que Jay-Z, on le saoule pour venir faire un morceau. On le saoule. Il prend le temps, il vient faire un morceau, il dit, d'abord on l'invite à la programmation du film. Il vient voir le film, et quand il voit le film, il fait, attends. La BO, je fais pas qu'un morceau dessus. Et il pose plein de morceaux, tu vois. Donc il a vu le film, il a pété un plomb. Le film est inspirant, en fait. Ouais, le film est inspirant, c'est une histoire réelle déjà. Et comment il est joué, la grandeur qu'il prend, comment il est filmé. Mais si tu peux juste pitcher le film pour les gens qui connaissent pas, pour leur donner un peu. American Gangster, c'est l'histoire d'un gangster qui a existé aux États-Unis dans les années 60, qui est dans la ville, qui est impactant dans une ville, et qu'il a plein de frères et plein de cousins, et il décide, lui seul, il est dans le Bronx. Au départ, il est tout seul. Son mentor, c'est un grand gangster d'abord. Le mentor décède. Allez, c'est le début du film. Voilà, lui il décide de reprendre la main. Il décide de reprendre la main et faire exactement ce que lui a inculqué le mentor. Donc c'est souvent distribuer de l'argent, des aliments aux plus pauvres. Et à force de ça, à force de caractère, il trouve un filon vers la drogue, ce qui est pas conseillé aux jeunes. Mais c'est comment il s'est servi un peu. On va pas pointer du doigt le fait de la drogue, mais comment il s'est organisé en fait. C'est plus la manière de faire les choses. La manière de s'organiser, parce que il arrive à aller loin où se procurer la drogue, et d'une façon comment il s'y prend, tout ça. Je vais pas continuer parce que la scène, donc il met ses frères qui étaient pauvres, il implique même sa mère qui est pas d'accord, qui joue un rôle super important dans ce film. Et c'est un film à voir parce qu'il y a des dialogues, il y a une construction, et forcément à la fin il y a une réflexion. Donc voilà, c'est un film, c'est de l'art en fait, c'est l'un des plus beaux films au monde, quoi. Voilà. Et puis après il y a ce chanteur qui s'appelle Nasir Jones, Nas. Voilà, donc pour les plus jeunes, à l'écouter, Nas, années 94, l'un des 5 albums de l'histoire du hip-hop, Illmatic. C'est un album, laisse tomber, quoi. Il y a pas de mots. Voilà, il avait tout compris en avance, le format de l'album, les instrus, la pochette, les mots qui balancent, et toujours du positif, fédérateur. Voilà, c'est un peu ces 3 modèles qui m'impulsent, quoi. Donc à retenir, on va dire Nas avec Illmatic, album légendaire. Voilà. Même moi je connais. American Gangster avec Denzel Washington. Mais même quand dans la scène, le début du film, quand il tape du doigt sur la table et tout ça et qu'il sort. Voilà, bref, Idriss Elba. Après, derrière, on a Arsène Wenger. Arsène Wenger, pour le coup, d'un point de vue sportif, je vois tout à fait ce que dans ce que tu m'as raconté, je vois tout à fait là où tu veux revenir. Je vois. Ok. Du coup, on va parler toujours d'inspiration et consorts. Et aujourd'hui, tu nous as ramené des bouquins et tout. Si tu pouvais un peu nous en parler. Alors ça, c'est un livre que m'a acheté mon poteau Lef, big up à lui, qui s'appelle Black Boy. C'est un livre de Richard Wright, qui était un super auteur dans les années 60. Et je le découvre au fur et à mesure. C'est une histoire
C'est une histoire réelle qui s'appelle Black Boy. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Je vais pas la spoiler parce que je suis au début et c'est vraiment un livre d'enfants, de grands, et que tout le monde doit lire à la maison. Et voilà, je suis qu'au début, je peux pas vous la raconter, mais c'est vraiment une histoire à lire. À ce qui paraît, tous les enfants des bibliothèques, les enfants à l'école aiment vraiment ce livre parce que ça te met dans un mood un peu, tu te retrouves toi-même, quoi. Ok. Voilà. Donc je suis sur le début et je peux pas vous en dire plus, mais à ce qui paraît, on m'a dit que c'est destructif. Alors, ça, c'est le livre du moment qui s'appelle Un peu plus loin. Guillaume Pone, Gaillard. Je sais pas si vous vous rappelez le producteur de l'AFF, Funky Family. C'est le producteur qui faisait des belles musiques. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore. Il a un courage monstre parce que voilà, il a atteint d'une maladie depuis 7 ans. Voilà, il a eu l'audace d'écrire un livre fantastique. J'en suis à la moitié. Je le dévore petit à petit parce que c'est une histoire éprouvante, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour de la musique, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de voilà, je sais pas comment avec l'émotion, je sais pas comment vous décrire tout ça, mais c'est quelqu'un qui est couché, qui est paralysé depuis 7 ans et qui a réussi à faire un bouquin, qui réussit encore à faire de la musique avec ses yeux. Et c'est quelqu'un qui a un mental, mais quand on parle de petites conneries, qu'on s'embrouille avec nous, avec les gens, qu'on se prend la tête, et c'est un mec qui est couché sur le lit et qui arrive à faire des belles choses encore, créées pour les gens. Et c'est un livre vraiment à se procurer qui s'appelle Un peu plus loin. Big up à lui, Pone. Grande force à toi et merci pour. Moi, je connaissais pas. Ouais. Je pense que personnellement, je vais en prendre un. Déjà, le titre, il est un peu philosophique. Ouais, Il donne envie d'aller chercher en fait ouais. ce qu'il veut dire Ouais. et d'aller un peu, se promener dans son esprit. Ça doit être très intéressant. Exactement. Ok, très bien. À part ces 3 bouquins-là, par exemple, si tu devais me citer, on va dire 3 bouquins dans ta vie qui t'ont marqué, par exemple. Moi, il y en a pas énormément qui m'ont marqué parce que je suis pas un très grand lecteur, mais comme ça de tête, j'aurais Dans la peau d'un noir. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais petit. Okay. En fait, c'est là que j'ai découvert le racisme, en fait. J'ai découvert le racisme via un bouquin. C'est-à-dire que le racisme, en tant que jeune, je le vivais, mais je m'en rendais pas compte forcément parce que j'ai grandi dans les quartiers où, voilà. Et derrière, un autre bouquin, c'est Joueur d'échecs. D'accord. Stefan Zweig. C'est un bouquin que j'ai beaucoup adoré parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais un peu de facilité et je jouais beaucoup aux échecs. Et en fait, ça m'a permis de sortir de moi-même en tant que fils unique. D'accord. J'étais un fils unique et j'avais du mal avec les autres, et ainsi de suite. Et ça m'a permis de sortir de moi-même. Et après, le dernier, c'est pas un bouquin, c'est un manga. Les gens me prenaient pour un fou. C'est One Piece. C'est l'histoire d'une aventure. En fait, de premier abord, quand tu connais pas et que t'es un peu de lointain, tu peux te dire c'est enfantin, c'est ça, c'est des dessins et tout ça, et ainsi de suite. En fait, derrière, il y a une vraie philosophie du monde, du racisme, du pouvoir, et ainsi de suite. C'est vraiment, c'est une œuvre qui n'est pas encore terminée, qui est longue, qui date de 20 ans, enfin, qui dure depuis 20 ans. Et vraiment, c'est une œuvre, je trouve, elle est ultra complexe dans la manière dont c'est présenté. Et j'espère qu'un jour, ils vont sortir en format bouquin parce que je pense que d'autres personnes peuvent pas supporter le format manga, mais en tout cas, c'est quelque chose que peut conseiller aux gens. Et toi, si tu peux nous dire ton top 3 et vraiment développer un peu plus que moi, parce que voilà, ça peut être intéressant, toujours l'inspiration à donner aux autres. Exactement. Moi, comme toi, j'étais pas un gros lecteur au début. Je feuilletais petit à petit, et c'est après que c'est venu. Donc moi, il y a le livre de Kobe Bryant qui est sorti, qui m'a vraiment inspiré, parce que tu découvres beaucoup de choses sur l'homme. Voilà, tu parles de Mamba Mentality? Exactement, Mamba Mentality. Après, dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle Seul, de Monsieur Domenech, qui s'appelle Seul, que on peut aimer ou pas aimer, mais en fait, il raconte un peu, lui, sa philosophie, quand il a mis l'équipe au plus bas, l'équipe de France. Et en fait, il explique comment c'est arrivé. Et puis, il a des réflexions où on se pose des questions. Et ça, c'est un livre quand même à lire. Voilà, même si on sait que voilà, Domenech, tu lui dis fais ci, il dit oui, et puis il fait le contraire derrière, tu vois. Même si personne n'a aimé l'histoire de 2010, voilà, c'était très dur. On s'est affiché dans tout le monde entier, mais c'est un livre quand même qu'il faut lire parce que on comprend les dessous de toute cette histoire. Après, savoir s'il dit la vérité ou pas, mais c'est un livre, franchement. Après, tu te poses quand même des questions. Voilà, c'est le livre que j'ai lu. Et le dernier, je pense que je vais big up quand même les auteurs comme Oxmo qui ont sorti des livres. Et j'ai commencé son bouquin, il est pas mal. Et là, les livres d'Oxmo, le livre d'Abdal Malik,
Voilà. Et je l'ai Très grand personnage. exactement. Franchement, Abdelhamid Malik, moi je suis content qu'on en parle parce que Voilà. peu de personnes m'en parlent. Exactement. C'est un très grand personnage et c'est quelqu'un moi je trouve, qui met notre, on va dire, notre culture ou même, on va dire, sans parler d'ethnie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant, je trouve. Et même quand il passe dans une place de télé, je trouve ça inspirant. Il est Bien sûr, inspirant. ouais, il a une façon de jouer avec les mots, de se présenter, c'est toujours fédérateur, et de voir un black comme ça s'exprimer comme Ça ça, fait du bien. ça fait du bien. Et voilà, c'est deux livres, et big up aussi le livre de Kerry James dernièrement qui est sorti sur ses plus gros titres écrits, qui est sorti il y a pas très longtemps. Et voilà, ces Ah, trois ça, j'ai pas livres vu. sont super. Voilà. Ok, très bien. Bah du coup, on est toujours dans ce truc d'inspiration et tout. Moi, je sais pas si on peut continuer là-dessus. Bien sûr. Et moi, je voulais développer un peu sur des films de sport qui sont, on va dire, qui s'approchent de la réalité. Je sais pas ce que t'en penses. C'est toujours Denzel Washington. Bon, si tu vas Ouais. regarder, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un film de sport où, en fait, ça traite du racisme et même D'accord. des valeurs du sport dans la culture et tout ça. D'accord. Après, c'est pas grave. Est-ce que toi, t'as un film de sport ou même un film, on va dire, fait historique, dans lesquels tu t'as pu t'identifier ou t'as pu tirer des leçons d'un point de vue philosophique? Ouais, même si c'est marrant, les blancs ne savent pas sauter. Pour moi, c'était. Oui, c'est ça. C'est fort. Ouais. Hein, c'est fort en vrai. Ouais, c'est fort. Les blancs, c'est un film un peu. C'est un film de blanc toujours à l'arrière, qui sait pas sauter. Et forcément, après, on voit l'évolution de l'état dimensionnel du joueur, qu'importe noir ou blanc. Et forcément, ça met une petite puce à l'oreille, tu vois. J'ai bien aimé ce film à l'époque, Do the Right Thing, tu vois. Do the Right Thing de Spike Lee. Spike Lee, produit par Spike Lee. On est dans le plein, on est vraiment dans les années 90, de l'ère où commencent à sortir les pompes de Michael Jordan, tu vois. On est vraiment dans cette ère du temps. C'est un film qui est tiré aussi d'une histoire vraie, tu vois. Et le film sur les rapports avec les chiffres, comment il s'appelle là? Est-ce que c'est le baseball? Ouais, je crois que c'est le baseball. Ah, c'est avec Leonardo DiCaprio et... Exactement. J'ai oublié comment ça s'appelle le film. Je retrouverai le nom. Oui, voilà. On mettra le film. Mais en tout cas, je sais que ça parle de l'aspect data. Exactement. L'aspect recrutement. Exactement. Ça, c'est fort. Et la recherche de la pépite de demain. Voilà. Et des joueurs que tu peux relancer, qui ont une mauvaise carrière. Parce que du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le travail de recrutement et tout. Exactement. Et ce film-là, effectivement, je le conseille à tout le monde. Enfin, à tous les gens qui s'intéressent au sport, au management. Parce que pour le coup, c'est vraiment du management et de la recherche et tout. Et pour moi, il est très, très, très bien fait et sous-coté, je trouve. Parce qu'on n'en parle pas. Il est sur Netflix encore toujours, et ce côté management où il arrive quand même à mettre la pression au big boss qui dit mais non, mais ces joueurs ils sont nuls, arrête. Et il revient dessus, il insiste, et puis le mec il dit bon, ok, par contre si c'est sa merde, c'est toi qui es fautif et je te vire et je vous vire tous. Et l'autre il dit putain, mais t'es sûr? Et l'autre il dit ouais, on se lance. Normalement, s'il recrute ses joueurs, ça met du temps à prendre forme, hein, comme toute équipe qui se découvre. Et au fur et à mesure, ça prend forme, et voilà, ils évoluent, ils tapent pas mal d'équipes, quoi. Du coup, ça rejoint exactement ce que tu disais sur la relation entre, on parle un peu d'assistanat, là, on dévie un peu le sujet, entre le coach et l'assistant. Du coup, dans ce truc-là, c'est le recruteur et le coach, qui se font confiance, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de travailler ensemble, mais ils se font confiance parce que chacun apporte sa compétence. Et que derrière, c'est pour le bien du groupe, en fait. Et la patience en tant que coach, et ainsi de suite, en tant que coach, en fait, un collectif, ça se crée pas parce que tu as recruté les joueurs. Après, derrière, c'est là le boulot du coach. Il y a un aimant, tu vois, il y a un aimant qui se fait, il y a un esprit loyal qui doit être développé, il y a un état de confiance, et il y a un état de travail aussi, comment on se le partage, le travail. Je pense que c'est vraiment ça la clé d'une saison, à ce jour-là, après le recrutement, et après les joueurs que tu recrutes, qui tu recrutes, selon la philosophie de jeu que tu veux mettre en place. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Ok, pour la suite de ton aventure, parce que du coup, moi, j'appelle la vie une aventure. De la suite de ton aventure, il y a eu la musique, il y a le basket, toujours présent, il y a l'écriture. Et pour le coup, je pense que, je sais pas si tu as été agréablement surpris ou très surpris sur le succès que tu as eu pour ton premier bouquin. Pour la suite, du coup, sur le prochain qui va arriver, t'es toujours dans la même direction, toujours dans un récit, dans une autobiographie, ou ça va s'élargir un peu plus sur ta vie actuelle et comment elle a évolué? C'est-à-dire que sur le prochain bouquin, déjà, il va s'appeler D'une vie à une autre.
Donc, Ok. je vous donne l'info, c'est exclusif. C'est vraiment se dire, c'est déjà le central est plus sur moi. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait après le basket et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mhm. Il n'y a pas seulement le basket, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est-à-dire l'entourage, les amis, familial, les meilleurs voyages que tu as fait. C'est quoi ta branche, en fait? C'est quoi? Et je raconte un peu tout ça. Et je donne plein de billes à la jeunesse pour rester dans une droiture et de continuer. Voilà, la vie, c'est ça. Comment je vois la vie plus tard, comment je vois la vie d'un jeune qui veut se développer. Ben, par mes expériences du passé, ben, j'explique un peu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, c'est une transmission et en même temps, c'est de dire aux gens, voilà ce que je suis devenu après 25 ans de carrière dans la musique et la transition vers le basketball et comment moi-même je me suis développé en tant que aller passer des diplômes, les connaissances, l'importance des connaissances qui t'enrichissent, pas seulement amical, tu peux rencontrer n'importe qui, avoir une liaison avec lui et parler longtemps, et tu trouves que vous avez des liens qui sont plus forts. Et finalement, bah, cette personne, elle t'apporte une chose et toi, tu l'apportes autre chose et vous êtes liés d'amitié. Et voilà, j'explique un peu tout ça, les meilleurs voyages qui m'ont fait, qui m'ont fait grandir, les rapports avec mon enfant, mes filles, tout ça, quoi. Je raconte un peu tout ça, où je vis maintenant, voilà, quoi. C'est une nouvelle vie pour moi, quoi. D'une vie à une Ok, autre. très bien, Voilà. très bien, je vois. Mm. Et du coup, j'avais posé une question sur toujours l'avenir, hein. Mhm. Parce que moi, personnellement, récemment, j'en parlais avec une personne de mon entourage qui me demandait pourquoi tu n'aimes pas le cinéma en français. Parce que moi, j'ai Mhm. du mal avec le cinéma en français. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas très représentatif et c'est pas très valorisant. Mhm. En tout cas pour Mm. enfin notre population, on va dire. Récemment, Kerry James, il a fait Banlieusards Ouais. au théâtre Ouais. et ensuite au cinéma et tout. Exact. Et d'autres films comme Les Misérables et ainsi de suite. Mhm. Est-ce que, toujours dans ta passion d'écriture et de raconter l'histoire et de Mhm. transmettre des choses, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'est passé par la tête à un moment donné de écrire un scénario ou participer à des choses comme ça? Est-ce que c'est pas Mhm. un truc, bah, de ce que je vois de ta carrière Ouais. et de ce que tu as fait jusqu'à là, est-ce Mhm. que ce serait pas une suite logique d'arriver aussi dans le monde du cinéma ou même du théâtre ou tout ce que tu veux et tout? Ça m'est jamais passé par l'esprit. C'est pas quelque chose que j'affectionne pour l'instant. Mhm. Écrire pour les autres, ouais, j'ai déjà testé, j'ai déjà réussi sur plusieurs titres, sur plusieurs faits. Mais par contre, il y a une chose, on peut revenir en arrière sur le cinéma français. Mm. Il y a des bons acteurs de cinéma Il y a français, des très bons. très bons. Et surtout à l'ancienne, les gens Mm. qui n'ont pas vu les premiers, les Louis de Funès, aller chercher les Fernandel, les Coluche, c'est les films les plus drôles en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, les cinémas Ouais, français, moi, ce que j'aime bien, c'est ce ouais, qui passe sur la France mm, Télévisions pendant voilà, l'été. voilà. C'est-à-dire que Mhm, l'actuel, en fait, la représentation de la société actuelle, je trouve ouais, qu'elle est un peu hypocrite bien sûr. par moment Ouais, sur certains films qui peuvent ouais, représenter. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton ouais, avis aussi ouais. par rapport à ton vécu. Mhm, Est-ce que tu as le même sentiment ou mm, au contraire sur ce qui est actuel? Parce que ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi sur ce qui s'est mm, passé avant, c'était très bien, ouais. c'était bien fait, on avait des gens Mhm, talentueux et tout ça. Je dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mhm, mais c'est juste, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui, par exemple, mm. de l'impact que ça peut avoir. Qu'est-ce que tu penses du dernier, enfin pas du dernier film, mais de l'avant-dernier film de comment il s'appelle j'ai oublié son nom, celui qui a les dents un peu avancées, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai pas regardé ce film. JP, Ouais. voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu Mhm. penses un peu du cinéma Ah, actuel sur la représentation de la société et mhm. des leçons qu'on peut en tirer en fait? Parce que moi j'ai l'impression D'accord. que parfois Mhm. voilà, c'est un peu Voilà, creux. le cinéma actuel, bien sûr, a évolué. On est plus dans un fait sociétaire, tu vois. Mm. Quand le cinéma est là, on regarde, bah, ça ressemble à beaucoup ce que les jeunes font. Et c'est ça la différence, que avant c'était très innovant. On voyait les films, La Soupe aux choux, la Grande Vadrouille. Et là, t'en prenais plein la tête parce que c'est des choses qui n'y arrivent pas et des choses Mm, innovantes. mm, mm. Je pense que maintenant, on calque trop vers ce qui se fait dans toute la société. Donc, Exactement. il n'y a pas assez de surprises pour nous, tu vois. Même s'il y a des bons acteurs, c'est bien joué, on valide tout ça. Mais c'est pas des films que tu vas regarder continuellement. Alors un ancien film dans les années 80, 82, 90, jusqu'à 90, tu peux le remettre en boucle parce que ce film, il t'a marqué, toi. Exactement. T'étais petit, t'as regardé ce film avec les parents, avec les cousins, et t'étais mort de rire parce que tu t'y attends pas, en fait. Tu vois, quand tu regardes La Grande Vadrouille, ou des films comme Viens chez moi, j'habite chez une copine, ou tous ces films-là qui sont encore sur Des cultes en YouTube, fait. qui sont sur les chaînes, tu vois.
Bah, quand tu regardes ces films-là, tu t'en prends plein la tête parce que tu t'y attends pas. Ils étaient tellement novateurs, les mecs. Ils avaient tellement d'inspiration et ils tentaient des choses, tu vois. Ils tentaient. Et maintenant, les films, hein, t'es un peu dans ce qui se fait maintenant et tu t'y attends, quoi. Bah, c'est formaté, Ouais. c'est un peu comme la musique. On parle pareil Exactement. avec la Ouais, musique. voilà. Aujourd'hui, la musique, on a l'impression que si tu Mm. fermes tes yeux, c'est tout le temps la même chose. Exactement. Voilà. Bah, les films, c'est bien joué, c'est mieux filmé qu'avant, ok, parce que la technologie a grandi. Voilà, tout est bien, mais ça me met pas une claque, quoi. Tu vois, ça me fusille pas. Moi, je veux des films où les mecs t'impressionnent, où il y a une vraie histoire, où à la fin, tu dis, waouh, je m'attendais pas à ça. Mm. Et moi, c'était les films à l'ancienne, les films marrants, j'étais plié de rire. Et les Belmondo, je te raconte même pas, les films avec Alain Delon, Le Marginal, tout ça, c'est des films trop cultes, quoi. En tant que grand frère, parent, coach et ainsi de suite, quel conseil tu aurais à donner, par exemple, d'un point de vue du basket ou même de la vie, hein, Mhm. à un jeune joueur Ouais. qui veut atteindre le niveau, on va dire N1 par exemple, Mhm. ou même le niveau pro, ou pour certains la NBA, ça dépend des niveaux et tout. Quel conseil t'aurais à lui donner aujourd'hui pour qu'il avance et qu'il arrive à ses fins? Bah, c'est toujours le même, ça revient un peu toujours dans la même réflexion, hein. Est-ce que lui est prêt vraiment à faire les sacrifices? Il doit mesurer toutes les capacités qu'il a ou qu'il doit avoir, c'est-à-dire physiquement, est-ce qu'il est prêt à endurer, à travailler dur? Est-ce qu'il est prêt techniquement? Est-ce qu'il a ce bagage technique qui va le permettre de jouer à un certain niveau? Ou est-ce qu'il est prêt à travailler toutes ses lacunes pour arriver à ce niveau? Et est-ce qu'il est prêt derrière mentalement, tu vois? Est-ce qu'il est prêt à faire des sacrifices mentalement, à faire ce qu'il faut, les pompes physiquement, à aller au charbon quand on lui rentre dedans, est-ce qu'il est prêt à répondre? Et ça passe par ça passe déjà par un mindset. Voilà, il faut aller le chercher. Hein. C'est pas les gens. Souvent, on pense que les gens ils te transforment, mais ça vient de toi en fait. D'abord, Mm. ça vient de toi. Mm, mm. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu recherches? Et une fois que tu as eu cet état d'esprit, là, tu prends case par case et puis il faut remplir les cases. C'est comme ça qu'on réussit à passer un palier, pas seulement au basket, hein, dans la vie, je pense. Hein. Dans la vie, c'est comme ça qu'on se dit, aujourd'hui j'ai quelque chose, je dois y arriver, mais ça, c'est des étapes par étapes. Dans la vie, tu sais, il y a un ami qui me disait que dans la vie, chaque jour, on vit 24 heures. On fait tellement de petites choses répétitives, tu vois, on se lève, on va là, on va voir un pote, on revient, on va au travail, on va faire. Toutes ces petites choses, déjà, c'est éprouvant, d'accord? Toutes ces petites choses, mais on les fait, étape par étape, et la vie avance comme ça. Mais si déjà on se projette, on se dit, ouais, je veux être ci, et en brûlant des étapes, tu vois, déjà, ces petites choses, c'est dur. Donc, prenons les choses petit à petit, construisons les choses petit à petit pour arriver à ses fins, d'accord? Il faut pas brûler les étapes. Donc, c'est déjà très dur de passer des journées. Là, je suis venu te voir. Mm. Et t'es là-bas, j'ai cherché Ouais. une plage, j'ai attendu toi. C'est ça. Et prenons ces choses étape par étape Par étape. Ouais. avant de se projeter vers, je vais être en NBA demain. Non. Step by step. Mais je Voilà. suis totalement d'accord avec toi Mm. parce que dans mon métier, on appelle ça les baby steps. C'est-à-dire Ouais. que, au lieu de se dire, je vais construire une fusée, Mhm. je vais déjà voir si je peux faire allumer une lumière. Ouais, Tu exactement. vois, déjà. Et c'est comme Youssoupha, il dit dans son son, Mon roi, en Mhm. parlant de son fils, il Très disait, fort. au lieu de faire les choses, au lieu de vouloir faire les choses avec grandeur, Mhm. fais les petites choses avec grandeur. Exactement. Et ça, pour moi, Ouais. ça veut tout dire et je suis Mm. totalement d'accord avec ton état Exactement. d'esprit Ouais. là-dessus. C'est important. Et pour un coach Mhm. qui a envie de gravir les échelons, pas forcément une ambition folle Ouais. dans l'absolu, mais un coach qui a envie de gravir les échelons. Pour toi, quelle serait la qualité principale pour y arriver? C'est un peu mon état d'esprit. Moi, j'ai envie de gravir les échelons, pas seulement me dire aux gens, ouais, j'ai gagné des titres, je suis champion du monde, tout ça. Mm. Moi, c'est plutôt la formation qui m'a inculqué plein de valeurs. C'est le fait de déjà nous en tant que groupe fédérateur, moi c'est la découverte de Kerry James, tout ça, ça m'a toujours suivi, tu vois. Mm. Et j'ai toujours eu cette passion d'être un peu porteur et Leader. un peu leader, pas, on va dire moins leader, je pense plutôt fédérateur et pousser un peu cette jeunesse, tu vois. Mm. Et se me dire en tant que coach, c'est se dire il faut être curieux tout le temps, aller chercher les informations qu'il faut et on n'est jamais rassasié en fait. On est toujours étudiant du terrain et aller chercher petit à petit les bonnes infos
C'est comme ça qu'un coach se construit. C'est case par case. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ta philosophie? Qu'est-ce que tu veux développer? Et comment tu veux la développer? Et chaque jour, il faut être curieux, il faut aller regarder, il faut se créer un peu comme je dis, une bibliothèque en fait. Et c'est comme ça que on se construit. Et après, quand on n'a pas le dialogue, on n'a pas forcément la pédagogie, ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend à la maison, debout, devant une glace. C'est comme quelqu'un qui a des difficultés, et puis il force, et à force, il arrive à marcher, comme une blessure, et puis il se remet sur pied, tu vois. Je pense que pour se créer une vraie identité, pour se créer un mood, pour se créer une vraie approche sur le terrain, pour devenir quelqu'un de grand, il faut vraiment se construire soi-même et petit à petit et être curieux et se construire une vraie philosophie. Je pense que ça demande beaucoup de travail. Il faut être instructeur, il faut être curieux, il faut appeler les gens qui connaissent le métier. Il faut pas avoir de honte à demander ceux qui ont réussi, ceux qui ont de l'expérience. Et voilà, de toute façon, chaque grand homme a été poussé par quelqu'un. Exactement. Donc je pense que faut pas avoir peur de demander aux gens qui sont plus dans le métier, comment on fait ci, comment on fait ça, et si je fais ça, comment on fait ça, comment on répond à ça. Moi, je suis un peu comme ça, quoi. Oui, tu as totalement raison, parce Voilà. qu'on est dans un monde où on est toujours en comparaison, alors Ouais. que on est plus dans notre nature, on est plus des gens qui s'inspirent des autres. Bien sûr. Et on essaie toujours de faire mieux que ce que l'autre a fait. Et justement, je rebondirai là-dessus pour te poser une question. C'est, en tant que coach, homme, quelles seraient tes 3 grandes qualités, par exemple, si on peut n'en citer que 3, et derrière, les axes d'amélioration. Moi, je dis pas défaut, parce que je pars du principe que on peut tous s'améliorer, on est des êtres humains, et que, comme on dit, les races humaines, du coup, on peut tous s'améliorer. Du coup, quelles seraient, pour toi, tes trois qualités principales et tes axes d'amélioration? Moi, je pense que l'humilité, c'est une des choses, une grandeur chez moi. Je pense humainement, je suis quelqu'un de bien, j'espère en fait, et travailleur. D'accord. Ça, franchement, quand j'étais petit, j'étais une putain de feignasse. Excusez-moi pour tu le flouteras, ça. J'étais une feignasse. J'étais pas. Tu vois, mon ami Amadou me disait tout le temps, t'es trop paresseux, et ça il me mettait des coups de pied aux fesses tout le temps. Et il avait raison en fait. Tu vois, j'ai mis du temps j'avais pas de confiance en moi. Je me négligeais en fait. Tu vois, et ça met du temps parce que j'étais dans un trouble total quoi sur la vie. Et voilà, maintenant mes 3 valeurs, je pense que c'est ça: l'humilité, être humble, et puis travailleur. Et après l'autre, des fois trop gentil, tu vois, et pas assez rentre dedans. Il faut que je sois plus, on va dire, plus d'attaque, comment dirais-je, répondre souvent quand quelqu'un pas te fait du mal, mais quelqu'un te manque, on va dire que je peux laisser passer des choses que les gens ne laisseraient pas passer, en fait. D'accord, par gentillesse. Ouais, par gentillesse. Et ça, il faut que j'évolue là-dessus. Et puis, le 3e bémol, je pense que ça va être, il faut que, qu'est-ce que ça va être? J'ai du mal à trouver parce que. Ah, mais pas forcément 3, après 2. Ouais, moi, c'est les deux choses. Parce que c'est des choses qui peuvent être liées à beaucoup d'autres Ouais, choses. bien donc, sûr, c'est des choses que absolument. je dois améliorer, quoi. C'est mon axe d'amélioration. Après, comme je te disais, sur le coaching, même les meilleurs font des erreurs, et on Voilà. se refait chaque jour, en fait, tu vois. Exactement. Voilà. C'est ceux qui se trompent pas qui progressent pas. Exactement. Même Popovic, en finale, à Miami, c'est Il a sorti Duncan, on l'a tous vu. Il a surtout pas pris le tambour au Exactement. Voilà. Et voilà, donc, alors que c'est Popovic, on est tous d'accord pour dire que, voilà. T'es payé, Popo, quoi. C'est bien. Ok, très bien. Du coup, avant de finir, c'était juste, en termes d'ambition. De manière générale. Après, on peut s'axer un peu sur le coaching et tout. T'es un très bon élève du jeu. T'es curieux. T'as envie d'aller le plus loin possible, de progresser, de donner de la force, de donner de l'inspiration aux joueurs et tout. Aujourd'hui, t'es assistant en N1 et tout. Est-ce que toi,
parce que les diplômes, tu les as aussi. Ouais. Donc, du coup, là, pour le coup, c'est juste, je pense que c'est question de toi aussi, comment tu te vois, comme tu disais un peu tout à l'heure sur tes axes d'amélioration. Est-ce que tu as l'ambition de pouvoir coacher à ces niveaux-là? N1, N2. Est-ce que tu ambitionnes ce genre de niveau? Moi, je vais vers toutes les opportunités possibles, ce qui vont me faire grandir déjà. Et j'aimerais retourner forcément dans la formation, dans ce qui m'a fait mettre le pied à l'étrier. D'abord les jeunes, travailler avec les jeunes. Et je pense que l'une de mes plus grandes forces, je pense que c'est ça. Je voulais connaître le haut niveau, je l'ai connu, même si c'est pas de la Betclic élite, mais je sais comment se constitue un championnat, je connais les joueurs qui les dominent, voilà, je sais comment mathématiquement le championnat se passe avec 3 phases. Aujourd'hui, j'aimerais coacher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais coacher, mettre le bagou où il faut, mettre l'accent où il faut, et puis ça marche, si ça marche pas, mais au moins remettre le cambouis dans les mains, quoi. Voilà. Okay. Du coup, là, t'as déjà des possibilités pour la saison prochaine? Non, je suis en réflexion, toujours, je sais pas ce que je vais faire encore. Je suis toujours en réflexion, et puis ce serait quoi dans l'idéal, en termes de catégorie? Si c'est les jeunes. Les jeunes, c'est les jeunes qui commencent à pousser, hein. Le groupe U18, et je les ai eu cette année avec Noah Diakité à Cergy. C'est un groupe super ambitieux, super demandeur de travail. C'est des groupes qu'il faut recadrer, et tout de suite ils comprennent où sont les manques. Et c'est des jeunes qui grandissent, tout simplement. C'est des jeunes qui demandent à être éduqués et devenir des hommes. Donc oui, c'est les jeunes adultes, généralement. Voilà, des jeunes adultes qui n'ont pas encore 18 ans, ils vont sur leurs 18 ans, mais ils ont sur cette vibe un peu j'ai 18 ans, je vais avoir 18 ans, nanana. Il faut tout de suite un peu les recadrer, et puis les mettre dans le bon sens. Quand il y a la victoire, il y a la victoire, il y a la défaite, mais il y a quand même eu le beau jeu, ils se sont battus, on est content avec ça, tu vois. Et c'est plus dans cette direction que j'aimerais évoluer, et puis essayer d'amener un peu mon expérience, et amener mon vécu, et emmener du plaisir dans ce qu'il faut faire avec les jeunes, quoi. Ok, très bien. Donc du coup, plutôt les jeunes et pas les seniors tout de suite. Ouais, pas les seniors. Après, les opportunités font que des fois tu dis ça, et puis tu vas là. Oui, et c'est puis, vrai. C'est vrai que du jour au lendemain, on sait pas ce qui peut arriver, donc voilà. Bon, en tout cas, toi, tu l'attaques pour reprendre une équipe toi-même et aujourd'hui, j'ai envie de coacher. J'avais vraiment envie de parce que là, aujourd'hui, t'es dans l'incertitude de ta philosophie, de la manière de ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que je me mets mes petites dans ma grande bibliothèque, que je suis en train de prendre des choses. C'est ça, en fait, la construction, hein. Et voilà, je me crée une philosophie depuis pas mal de temps, et puis et voilà, je commence à y voir un peu plus clair, mais voilà, je suis un peu encore dans le flou, et ça vient petit à petit. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. J'espère que tu auras une équipe très rapidement, et que tu pourras exprimer tout ce que tu as appris durant ces années, et même tes expériences précédentes, parce que tu as déjà été coach. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, espérons. Ouais, voilà. En tout cas, je te le souhaite, et si je vois des offres passer, je t'enverrai. Envoie le RIB avec. Voilà, c'est ça. On sait, hein. Du coup, pour finir, je voulais savoir, pour les projets d'avenir un peu, on a parlé du livre qui va sortir très vite en octobre, en octobre prochain. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, ou des choses dans un futur proche que tu aimerais annoncer ou en parler? Non, pas spécialement, non. Le projet à venir, voilà, je vais prendre un peu de recul face à tout ça. Je vais partir en vacances en Guadeloupe, revoir mes tantes, mes petits cousins, aller voir mes défunts, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Okay. Donc là, c'est vraiment le moment, c'est chill, c'est la ressource, et le beau temps qui revient. C'est ton podcast, et voilà, tout est bien, quoi. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné du temps. Ça m'a fait plaisir. Et suivez-nous sur les réseaux, donnez de la force, ça coûte rien. Et c'est juste par passion et par des passionnés. Voilà. Ok, big up. Merci. Au revoir.